Bonjour et bienvenue à notre vidéo numéro 24. Nous étudions présentement la cinétique chimique et nous sommes prêts ce matin pour étudier, ou bien ce soir, si vous étudiez le soir, les ordres partiels et globaux des réactions chimiques. Comment peut-on les trouver? Eh bien, ça se fait par l'étude des vitesses initiales des réactions chimiques. Regardez ici. Nous avons l'objectif de déterminer pour cette réaction-là, donc les réactifs sont à gauche, BrO3-, Br-, et H3+, quelles sont les influences, de quelle façon les concentrations de ces espèces-là influencent la vitesse de réaction. L'expression de vitesse pour cette réaction-là, de façon générale, pourrait être la vitesse dépend d'une constante de vitesse pour cette température-là et ces composés chimiques-là. La concentration des trois réactifs, chacun d'eux élevé à un exposant ou une puissance qu'on appelle l'ordre partiel par rapport à ce réactif-là. Dans notre expression de vitesse, il y a 1, 2, 3, 4 inconnus, la constante et les trois ordres partiels. Donc c'est ici ordre partiel. Pour déterminer chacune de ces valeurs-là, il va donc falloir faire plusieurs expériences où on va, de façon très contrôlée, mesurer la vitesse au début de la réaction et ensuite comparer les expériences entre elles pour essayer de voir, lorsqu'on varie la concentration d'un réactif, qu'arrive-t-il à la vitesse. Pourquoi on prend les vitesses initiales? Regardez ici un graphique de la concentration de A, ou d'un des réactifs, peu importe, dans le temps. Au tout début, ici, c'est la concentration initiale, donc la concentration au temps 0. T est égal à 0. Concentration initiale. Au tout début, dans l'expérience, c'est vous qui allez décider la quantité que vous allez placer en solution. Donc, vous connaissez très bien la concentration avec une grande précision. Donc, un des avantages d'utiliser les vitesses initiales, c'est que la concentration initiale, elle est connue avec précision. C'est un très net avantage, parce que si on prend des vitesses au milieu d'une réaction, eh bien, il se peut qu'on ne connaisse pas la concentration à ce moment-là de façon très précise. Le deuxième avantage, c'est que lorsqu'on travaille avec les vitesses initiales, ce qu'on cherche à voir, c'est que si la concentration de A diminue dans le temps comme ceci, eh bien, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher le taux de variation de A dans le temps au début, au tout début. Donc, on va regarder la variation de la concentration de A par rapport au temps au départ. Ce qui fait qu'on va pouvoir très rapidement, dans une portion de temps très courte, mesurer la vitesse, puis passer à d'autres choses. Passer à une deuxième expérience, à une troisième, à une quatrième. Donc, ce sont des mesures qui sont rapides. Au laboratoire, on peut en faire plusieurs dans la même journée et donc avoir énormément de données à travailler par la fin de la journée. Maintenant, à gauche, voici le résultat de 4 expériences où on a joué avec les concentrations des trois réactifs et on a observé la vitesse qui en résultait. La vitesse V0 pour dire la vitesse aux concentrations initiales. Première expérience, 0,10 mol par décimètre cube de lui, pareil pour lui, une vitesse de 0,80 fois 10-3 mol décimètre cube, mol par décimètre cube fois seconde moins 1. On multiplie la concentration de seulement le troisième réactif par 2, donc fois 2. Et on remarque que la vitesse multipliée par 4. Dans la deuxième expérience, ce qu'on fait, c'est que si on la compare avec la quatrième, par exemple, juste ici. Non, pardon, la troisième. On prend la troisième et on la compare à la quatrième. Ceci ne change pas. Oh, ceci est doublé, donc fois 2. Et ceci ne change pas. On s'aperçoit que la vitesse est, multipliée par 2. Passer de là à là. Maintenant, finalement, on s'aperçoit que lorsqu'on passe de la première à la troisième, les deux concentrations de ces réactifs ne changent pas, mais celle-ci, elle est, multipliée par 2. Qu'est-ce qui arrive à la vitesse? Elle est aussi multipliée par 2. Avec ces données-là, on peut facilement retrouver quelle est l'influence de chacune des concentrations de chacune des espèces dans l'expression de vitesse de façon globale. Par exemple, pour le alpha, qui est dans le fond la concentration de BrO3- à la alpha, si on veut retrouver le alpha qui est là,
eh bien, on va aller prendre les expériences où c'est seulement cette concentration-là qui change. On va aller chercher l'expérience 1 et 3. Qu'est-ce qui arrive à la vitesse si le K... OK, on va placer la vitesse ici. Qu'est-ce qui arrive à la vitesse si on varie? Celle-là ne change pas, celle-là ne change pas, mais que la vitesse ici, ben, elle est multipliée par 2 si je multiplie par 2 la concentration de BrO3-. Donc, elle est 2 fois plus grande à la alpha et l'effet observé est 2 fois plus grand sur la vitesse. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça nous prend un exposant qui est égal à 1 pour que quand on double la concentration, à la 1, ça double la vitesse automatiquement. Donc, alpha, ici, dans l'expression, il vaut 1. Si on refait le même exercice pour le bêta, c'est-à-dire la concentration de Br- à la bêta, on va aller chercher les expériences 3 et 4, juste ici, pour voir l'influence de Br-. Et, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, celle-là ne change pas en concentration, celle-là, on ne change pas en concentration, et soudainement, en doublant la concentration de Br- à la bêta, qu'on ne connaît pas et qu'on cherche, on s'aperçoit que la vitesse est encore une fois multipliée par 2. Eh bien, ça veut dire que bêta vaut 1. Donc ici, l'ordre partiel par rapport au Br-, c'est 1. Finalement, si on cherche à trouver gamma, eh bien, puis ça c'est la concentration de H3O+, qui est élevée à la puissance gamma, on va prendre les expériences 1 et 2, la première expérience, ou la première série ici. Lorsqu'on ne varie pas celle-là, qu'on ne varie pas celle-là, et qu'on multiplie par 2 la concentration de H3+, à la gamma, on s'aperçoit que la vitesse est O multipliée par 4. Ce que ça veut dire, c'est que quel est l'exposant qui, lorsque 2 est élevé à cette puissance-là, ça nous donne 4. Eh bien, c'est simple, gamma est égal à 2. Avec 4 petites expériences, on est capable de trouver 1, 1 et 2, les ordres partiels par rapport à chacun des réactifs pour cette réaction-là. Si jamais on veut trouver aussi l'expression de vitesse, je m'excuse, pardon, si on veut trouver aussi, pas l'expression, mais la constante de vitesse, eh bien, d'après cette équation-là, la constante de vitesse, c'est la vitesse initiale, qu'on peut mesurer au laboratoire, divisée par les concentrations de chacune des espèces à ce moment-là, donc initialement. Par exemple, BrO3-, Br- et H3O+, et on n'oublie pas, c'est à la 2, à la 1 et à la 1. Et par exemple, si on prend une de ces expériences-là, eh bien, on pourrait avoir, si je me souviens bien, juste ici, on pourrait prendre la première en haut, ça nous donne 8,0 mol par décimètre cube à la moins 3, multiplié par seconde moins 1. Je vous rappelle que nous avions trouvé ou observé que les unités de la constante de vitesse étaient fort intéressants et dépendaient de l'ordre global de la réaction, que ça ici, cet exposant-là, c'était toujours 1 moins l'ordre global. Et si c'est moins 3, ça veut dire que c'est 1 moins l'ordre global qui est égal à moins 3. Ça veut dire que l'ordre global est égal à 4 pour cette réaction-là. Et si vous vous souvenez, quelle était la définition de l'ordre global ou comment faisions-nous pour trouver l'ordre global? Eh bien, c'était la somme des ordres partiels par rapport à chacun des réactifs. Et dans notre cas, c'est le fun parce que les ordres partiels, c'est 1 plus 2 qui nous donne 4. Et on vient le revérifier dans les unités de la constante. Alors, ceci est un exercice assez rapide qu'on peut faire rapidement au laboratoire pour déterminer les ordres partiels par rapport à chacun des réactifs. Vous aurez à faire un exercice qui est similaire dans votre cahier à la page 241 au numéro 5.5 et 5. Par exemple, 5.5a et 5.5b. Bon travail, travaillez bien, nous nous reverrons très bientôt.